vous faire une petite présentation. D'abord de moi, pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui n'étaient pas là les années précédentes. C'est mon 4e DevOps D-Day, c'est à peu près le seul endroit où je parle, donc il faut en profiter, il faut venir. Donc je suis anciennement un manager de moins de 50 ans, plus maintenant, c'est fini. Et j'ai créé il y a 5 ans une équipe de dev à la prod. La première, on va dire, dédiée à créer un service d'infrastructure et d'hébergement qui était un service CaaS. Et à la fin de l'année dernière, la personne qui était à la tête de l'infra, qui est d'ailleurs ici présente, Pedro, est parti voguer vers de nouvelles aventures et j'ai pris sa place. Et donc, voilà, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est 10 mois d'expérience dans une équipe d'infra. Alors, pas une équipe qui gère de l'infra sur AWS avec des belles API, du Terraform, non, de l'infra, du métal, du data center, des clims, du power, du câblage, des baies, voilà, vraiment le dur, quoi. Ce que j'en retire à peu près à date, quelques réflexions sur mais est-ce qu'on doit vraiment garder l'infra ? Pourquoi est-ce qu'on ne fout pas tout dans le cloud ? Et puis surtout, comment dans ce monde-là, un peu VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, très anxiogène, eh ben on manage une équipe d'infra qui n'est pas tout à fait dans la hype curve. Aujourd'hui, si t'es pas dev, t'es juste une merde et t'es au sous-sol, quoi. Donc comment est-ce qu'on les garde motivés, comment on les garde vraiment en delivery de valeur et non plus en geste de proximité sans savoir pourquoi ils font les choses. Donc comme je vous disais, j'ai créé il y a 5 ans une équipe de dev, une vraie, avec des sysadmins qui sont devenus développeurs, des développeurs qui sont devenus sysadmins, le tout pour créer un package vraiment orienté client, donc avec du container as a service, et donc dans une pure démarche DevOps. Alors, encore une fois, ce matin, j'ai entendu des conneries du style j'ai une équipe DevOps. Non, on n'a pas une équipe DevOps. On a une équipe qui a une démarche DevOps, qui a une posture DevOps, mais on n'est pas une équipe DevOps, ça ne veut rien dire, pour moi en tout cas. Pour moi, le DevOps, c'est les gens, le sens et la valeur des choses qu'on produit et qu'on fait au jour le jour. Les gens en premier, évidemment. Donc, un peu résumé des épisodes précédents, pas de bullshit. On ne parle pas ici de transformation digitale, quoi. Connerie, transformation digitale, je sais pas, vous avez l'intention de vous transformer en 0 et en 1, moi pas, ou alors un gros 0, quoi. Il n'y a pas de côté magique à la démarche DevOps, c'est pas une silver bullet, c'est pas une magic wand, c'est pas Mamadou qui va répondre à toutes vos problématiques d'IT ou d'IS. C'est faire travailler les gens ensemble, c'est de la coopération, c'est toujours savoir pourquoi on est là, c'est avec qui on y est, pour qui et surtout pourquoi. Parce que quand on pose cette question-là aux gens, on dit « mais pourquoi tu fais ça ?» Parce qu'on me l'a demandé. Et ça te suffit ? Super. J'aimerais pas être à ta place, en fait. Alors, comment est-ce que j'ai atterri à l'infra ? Je vous disais un peu, le CaaS, ça ressemble un peu à l'infra. Ça a le goût de l'infra, mais en fait, c'est pas de l'infra. C'est de l'orchestration. Ça utilise de l'infra pour un peu masquer le bordel de l'infra, parce que l'infra, c'est compliqué. Et dans ce cadre-là, comment dire, je râlais beaucoup. Parce que moi, j'utilisais beaucoup d'infra, beaucoup de serveurs, beaucoup de réseaux, beaucoup de plomberie d'infrastructure pour justement la masquer, pour permettre aux développeurs d'aller plus vite en production et plus simplement. Et donc, Pedro, il peut en témoigner puisqu'il est là aujourd'hui, je râlais vraiment fort contre l'infra, contre le putain de réseau qui marchait jamais, contre les serveurs qui mettaient 6 mois à arriver en salle, qui étaient jamais câblés comme il fallait, qui avaient jamais la bonne conf, qui avaient jamais le bon OS, enfin la routine, quoi. Et je râlais comme un putois. En plus, c'est quelque chose que je fais relativement bien. Et donc du coup, quand le poste s'est ouvert, je me suis dit, comme je leur ai bien chié dans les bottes, autant je vais assumer. Puis je vais y aller, puis je vais essayer de moi d'apporter la transformation que j'aurais voulu y voir. Alors du coup, je passe à une équipe de 14 personnes que j'ai créée moi-même aux petits oignons en sélectionnant un par un tous les membres de l'équipe avec amour, avec assez peu de déchets, mais il y en a eu quand même, à une équipe de 70 personnes.
3 data centers, 1 à Sofia, 2 en région parisienne, plus de 4000 serveurs physiques, une tripotée de serveurs virtuels, une palanquée de réseau, de stockage, de câblage, de problématiques que j'avais jamais vues de ma vie, genre les clims, comment on s'en occupe, la salle qui disjoncte, ou qui a une fuite de flotte, ou enfin un truc, bizarre quoi, hein, c'est de l'infra quoi. Bref, toute la complexité que j'essayais de masquer avant, je suis tombé dedans d'un coup, comme ça, bam. Et puis là, on n'a pas une URL, une API, un curl à faire pour popper une VM sur AWS. Hein, on a des mecs qui font du shell and core, comme on dit chez nous, quoi. Hein. La coquille et le noyau, vraiment des solutions IT qu'on délivre chez nous, quoi. Alors le premier rapport d'étonnement que j'ai eu, c'est que je suis tombé sur une équipe où on avait séparé le build et le run. What the fuck? Compliqué pour moi, build et run, alors que avant j'avais un produit qui était intégré, où je faisais le build, le run, et j'étais responsable de mon périmètre complet. Et là, je trouve des équipes qui sont supposées builder, des équipes qui sont supposées faire le run. Bizarre. Très peu d'activités de développement logiciel, mais quand même, il y en a, avec des gens qui ont une vraie appétence. Quand on dit pet versus kettle, avec le beau paradigme du cloud, moi là, je me suis retrouvé dans un troupeau de pets. C'est-à-dire bien fait à la main, bien artisanal, avec une solution par personne, bien quoi. Et puis le tout en mode un peu griot africain. C'est-à-dire, il y a un mec qui arrive en mode paterniro, laissez tomber, c'est moi le plus fort, je vais faire une solution, et qui se barre 2 mois après. En vous lissant la merde sur les bras, en ayant écrit 2 docs qui sont obsolètes parce que du moment où il les a écrites et du moment où il a livré, il n'a pas mis à jour les docs. Va gérer le bordel derrière, quoi. Merci. Et puis, on dit, ah oui, non, mais les clients ne seront pas contents. Ouais, c'est qui le client? C'est des gens, ok. C'est qui? Des gens. En fait, tu ne sais pas qui est ton client, en fait. Je suppose que c'est les développeurs. Ouais, il y a peut-être des intégrateurs avant. Il y a peut-être. Non, c'est qui ton client en vrai? Moi, je le sais, hein, perso, mais toi, qui est ton client, toi, équipe d'infra? Pour qui tu délivres un serveur? Je le délivre parce qu'il y a un process qui m'a demandé de délivrer un serveur, quoi. Non, mais à qui? Au chef de projet. Je pense que le chef de projet s'en bat les côtes, quoi. Ok, l'entité client est une entité floue, vaporeuse, polymorphe, qui change suivant la personne à qui on parle. Bref, un peu, on travaille, on fait des choses, on construit, on ne sait pas vraiment pour qui et on ne sait pas vraiment pourquoi. Ce qui est un peu gênant quand on délivre. Et puis on a une palanquée tétrachier tripotée de sujets différents, toujours le mode griot africain. J'ai construit une solution à chaque fois que j'ai une problématique. J'ai une tonne de réseaux, j'ai une tonne de serveurs, j'ai quelques solutions de stockage. De temps en temps, je les assemble d'une manière, de temps en temps, je les assemble d'une autre, puis je change. Et je décommissionne jamais l'ancienne, hein, parce que vous comprenez, il y a de la prod dessus, c'est pas possible. Hein, tu vois bien qu'on peut pas l'enlever. Oui, mais c'est qui l'utilise? Je sais pas. En fait, si, on sait, mais on n'a pas envie d'aller voir. Puis on est trop occupé à prévoir la brique qu'on va poser sur le tas de sable derrière. Et voilà, et c'est compliqué. Hein. Et puis, alors, des comme ça, je pourrais passer la journée là, mais comme on n'a pas la journée, hein, puis ça va vous saouler. Mais quand même, c'est à relativiser par le fait que ça fonctionne. C'est-à-dire que le service, il est délivré. Il est plutôt pas mal. Et puis chez Orange, on a plutôt bonne réputation. Parce qu'on est dans une sorte d'exception culturelle où, à notre niveau, une DSI d'Orange, on a quand même de l'infra. Alors que normalement, dans le gros Orange, il y a une DSI qui parle à un département d'exploitation, qui parle elle-même à un département d'infrastructure. Donc en fait, quand tu veux un serveur, tu remontes 3 fois dans l'organigramme, tu fais 4 passages avec des outils qui ont ni queue ni tête. Donc on se plaint pas, on est plutôt bien lotis. Mais moi, ça me suffit pas. Parce que voilà, ça ne me suffit pas. Et donc, je me suis dit, mais ok, moi, je suis un ancien client de l'infra, j'en ai consommé pas mal. Quand je suis parti, mes plateformes, elles consommaient pas loin de 250 serveurs. Aujourd'hui, on doit être à peu près encore un peu plus. Donc, même si c'est pas Google ou Amazon, 250 serveurs, ça commence à faire.
qu'est-ce que j'aimerais apporter comme modification pour que l'infra, aujourd'hui, se mette en position de délivrer du service, quoi. En tout cas, au moins des produits. Et donc, j'ai essayé d'y appliquer mes credos, ceux en quoi je crois, et ceux qui ont fait que mon équipe précédente était une équipe performante et une équipe bien intégrée et une équipe à même de comprendre la valeur de ce qu'on amenait. Donc, le premier truc, c'est pour moi, le DevOps, c'est, comme dirait Quentin Adam, c'est quand le dev a le portable d'astreinte dans la poche. Donc, c'est you run what you build. C'est indissociable. Mais pour faire le run what you build, il faut déjà savoir ce que tu as construit, quelle forme il a, quel périmètre il possède. Pour ça, il faut une vision et un modèle de produit et de service. C'est-à-dire, OK, je fais du réseau. Mais encore, dans le réseau, il y a le câblage, il y a le transport, il y a le switching, il y a les hauts de réseau avec le firewalling, le load balancing, plein de connectivité. Je suis en interne, je suis ouvert sur Internet. Il y a plein de types de services réseau. Donc, quel est le service réseau que tu construis ? Voilà, c'est typiquement des écueils qu'on prend. Et moi, je ne sais pas prioriser en tant que manager, en tant que gestionnaire de cette entité. Je prends la casquette gestionnaire parce que quand on a 70 personnes, on a forcément une casquette gestionnaire. Et donc, je dis, OK, mais comment je fais pour dépenser le budget, pour me dire que le budget, les euros que je vais donner là, ils vont servir à quelqu'un ou quelque chose. Mon troisième credo, et c'est le plus fort, c'est les gens en premier, les gens de mon équipe, les gens avec qui j'ai envie de travailler, les gens qui ont envie de travailler avec moi. Quand on récupère une équipe de 70 personnes, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas tous envie de travailler avec moi, et c'est réciproque, et c'est normal. Ce n'est pas une équipe que j'ai construite. Le sens et la valeur, encore une fois, omniprésente, omnipotente, il faut absolument qu'à chaque étape de la réflexion, il y ait un peu de sens et un peu de valeur. Donc, quand tu arrives là-dedans et que tu vois l'étendue de ce qu'il y a à faire, tu te dis, putain, mais t'as pas la lumière à tous les étages, qu'est-ce que tu fous là, en fait ? T'étais tranquille, t'étais peinard avec ton équipe super chouette, là, puis tu te retrouves à poil au beau milieu d'une tempête, quoi. C'est chaud, quoi. Hein. Ça donne envie un peu de se mettre en boule et d'attendre, parce que l'ampleur de la tâche est vraiment phénoménale, quoi. Parce que moi, j'ai jamais managé 70 personnes de ma vie, hein, c'est la première fois. Et je me suis dit, mais non, mais en fait, t'es pas là pour subir. T'es là pour tirer un sujet qui est important. L'infra, c'est très important. Ça supporte absolument toute la stack, tous les middleware, toutes les applications, toute la QoS qu'on va délivrer sur des services à valeur ajoutée. Donc, tu vas un peu te sortir les doigts du cul, puis tu vas y aller. Donc, on va essayer de visibiliser des services. Donc, j'ai essayé de donner une vision service aux équipes. Quand on a une vision service et produit, on matérialise des clients, parce que du coup, on se pose la question pour qui on build les éléments d'infrastructure. Et puis surtout, à terme, on va essayer de leur donner des prix. Parce que c'est bien de consommer des services, mais aujourd'hui, on est un peu challengé sur pourquoi on n'irait pas un peu dans le cloud, quoi. Donc du coup, pourquoi on ne règle pas la question ? Vous connaissez... c'est un slide célèbre qui circule dans toutes les confs de la CNCF, qui dit que le dev mange le monde, que l'open source mange le dev, et que le cloud mange l'open source. Donc on se dit, il y a plein de penseurs super balèzes sur Terre qui disent qu'il ne faut pas se faire chier, il faut aller sur le cloud. Tant qu'à faire, on bazarde tout, on va faire un peu de Terraform, des providers, l'Ansible, on n'est pas trop mal... on ferme les data centers, on porte ça, on essaye de faire un calcul économique à la mort moelle-neu, et puis on le vend, quoi. Hein. Et ça amène la question, moi, naturellement, mais quelle valeur j'amène au groupe ? Comment ça se fait qu'on me file des millions d'euros pour gérer une équipe de 70 personnes avec des milliers de serveurs ? Et ça fait poser cette question-là. C'est, est-ce que l'infra a une vraie valeur économique, financière, une valeur d'utilisation et de praticité pour les gens que je sers au jour le jour. 80, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font le mouvement « je vais sur Amazon ».
Je vais chez Google, je vais chez OVH, et ils se disent, ben voilà, moi j'ai réglé le problème. Maintenant, est-ce que ça règle le problème? Est-ce que financièrement, on s'y retrouve? Est-ce que ça dépend juste de la maturité de l'infra, finalement? Parce que si on fait de la merde à l'infra, est-ce qu'au dev, on est aussi bien loti qu'à l'infra? Puis là, du coup, on remonte un peu le truc, parce qu'on connaît bien le dev, vu qu'on a servi des devs pendant 4 ans pour mettre en place leur stack sur des orchestrateurs de containers. Puis on sait très bien que l'élasticité, comment vous dire, pour avoir cette maturité-là, il faut être un peu cloud native, il ne faut pas récupérer des vieilles bouses, c'est compliqué. Déjà, la scalabilité, c'est compliqué, mais alors l'élasticité. Puis, comment on fait pour éteindre des machines et puis des nœuds dans leur application? En fait, l'application n'est juste pas prévue pour. Et puis, je ne sais pas si un jour vous avez pris une calculette d'Amazon, et puis, bonjour, je voudrais un serveur bisocket avec 64 GB de RAM et X disque interne pour démarrer, et puis un service S3, et puis un stockage bloc machin, et puis que vous l'allouez pour 1 an sans jamais l'éteindre, et que vous regardez la somme à la fin, faites-le, c'est marrant. Là, tu dis peut-être là, putain, en fait, économiquement, j'ai peut-être une raison d'exister, parce que, en fait, les mecs qui vont utiliser ça, ils vont claquer des dizaines, des centaines de milliers d'euros sur Amazon, et ils vont faire exactement ce que tu fais chez toi. Et finalement, quand tu comptes le nombre de machines et le nombre de services applicatifs et que tu fais une bête règle de 3 avec la maturité des équipes de développement, tu dis non, en fait, je vais la garder, mon infra, puis je vais leur prouver qu'on arrive à générer un peu de valeur. Et puis, il y a la question, honnêtement, comment on fait face aux géants aujourd'hui, quoi? Est-ce que demain, vous avez envie que toutes vos datas soit sur Google ou sur Amazon? Bon, en l'occurrence, vous, avec juste ça, vous êtes niqués. Hein. Toutes vos datas sont déjà chez Google ou chez Amazon. Donc, pour nous, c'est réglé. Mais on va dire vos cartes de crédit, vos données de facturation télécom, parce que quand même, je travaille pour Orange, hein, toutes les données personnelles qui permettent de vous identifier, Moi, ça m'emmerde, perso. Moi, ma vie personnelle, je la gère, je fais mes propres décisions, mais pour mes clients, j'ai pas envie de prendre ces décisions-là. Puis j'ai pas envie d'être à la merci d'un géant qui va me tondre et qui, du jour au lendemain, va augmenter de 1 centime la minute la VM et qui va, du coup, augmenter mes tarifs de, finalement, 10, 15, 20% du jour au lendemain, parce que sur le contrat, c'est marqué qu'ils font ce qu'ils veulent. Et puis on est sous Patriot Act, hop là, est-ce que tu es sûr d'être dans un data center européen? Et puis même, est-ce que le fait d'être dans un data center européen, ça te protège de tout ça? Pas bien sûr, je suis pas bien sûr. Moi, ce que j'aime, c'est un peu de liberté, c'est un peu de marge de manœuvre, et l'infra, ça amène de la créativité, ça amène des possibilités, ça amène des fondements sur toutes les stacks supérieures, ça amène la richesse aussi de se dire qu'on va créer quelque chose de neuf. Un peu de edge computing, un peu de choses un peu différentes ou adressées de manière un peu différente. Ça te donne des marges de manœuvre pour construire des trucs d'ingénieurs que vous tous, vous aimez normalement construire. Et c'est pour ça que vous êtes là et essayez d'apporter, de vous éclater à délivrer quelque chose qui est utile et que vous vous sentiez utile et valorisé dans votre travail. Alors aujourd'hui, il y a des grands penseurs du cloud qui disent « Ouais, mais attends, t'es con, hein, tu vas prendre du serverless ». Bah oui, bien sûr, le code, il s'exécute sans serveur, tu sais. Ben non, c'est juste un serveur qui est quelque part hébergé par quelqu'un d'autre, qui va être tarifé avec des unités d'œuvre. Laissez tomber, ils vont vous saigner et ça va être super cool. Je dis pas qu'il faut pas y aller, mais il faut y aller avec une certaine, idée de la valeur que ça amène, de la praticité à mettre en œuvre une infra sur, on va dire, le pan, le marché que tout le monde utilise. Les gros offreurs font 80% du marché et s'occupent pas des 20% restants. Moi, j'ai envie d'aller sur les 20% restants, en fait. Et puis dire, pour le reste, on va faire de l'hybridation, parce qu'il ne faut pas être con quand même, hein, il faut profiter des valeurs du marché, mais il faut y aller. Et puis, il faut entraîner tout le monde. C'est pas juste l'infra, c'est de l'appli, c'est le pilotage de l'appli, c'est 12 factor, le dernier 12 factor, c'est juste faire une appli qui va manager ton appli. C'est celle que personne ne fait jamais, en fait. Hein. C'est juste, quand tu crées ton application, il faut qu'elle soit gérée en unité d'œuvre, en KPI, en exploitabilité, en monitoring, etc.
Donc je me dis que quand on a des assets comme Orange, qui vient de mettre 100 millions d'euros pour la construction de 2 data centers flambant neufs, bah, ce serait con d'aller chez Amazon, quoi. On va plutôt essayer de construire 2 beaux data centers et puis d'en faire plutôt quelque chose à l'état de l'art. Et puis, comme je disais, d'arrêter de se faire tondre. Quand tu es une start-up, tu ne te poses pas la question. Tu n'as pas les moyens d'avoir un data center. Tu vas prendre des machines chez Amazon et puis tu vas les éteindre le soir. Parce que comme tu n'as pas une thune, ben, tu vas bien faire attention, mais tu es bien responsabilisé. Mais dans un grand groupe, la responsabilité de j'ai dépensé 500 balles chez Amazon, non, rien à foutre. Chez Orange. Et quand ils sont 3000 à faire ça par jour, forcément, c'est plus compliqué, quoi. Donc, comme je disais, revenons à nos moutons et arrêtons de nous faire tondre. Du coup, comment est-ce qu'on donne des lettres de noblesse à une infra métal et comment est-ce qu'on construit quelque chose qui a de la valeur pour des utilisateurs. Et les premiers utilisateurs, ce sont des projets applicatifs en mode DevOps, qui ont leurs propres exploitants, leurs propres ingénieurs réseau, parce que rien que l'appli aujourd'hui, pour les comprendre, quand vous faites un peu de microservice et que tu n'as pas d'ingénieur réseau dans une équipe de développement, ben en fait, tu n'as rien compris au truc, parce que le service Discovery, le service Mesh, tous ces patterns-là, Kubernetes, bon, c'est compliqué, hein. Donc il faut avoir des équipes multi-compétentes et même des équipes qui avant n'étaient postées qu'à l'infra. Il faut les remonter au dev. Il faut que l'infra soit agnostique de la charge applicative parce que sinon on s'en sort pas, quoi. Sinon, on construit une énième solution pour un énième projet avec une énième contrainte, avec un énième serveur qui n'est pas le même que celui qu'on a commandé la semaine d'avant. Il faut que l'infra soit une commodité. Pour qu'elle soit une commodité, il faut qu'elle soit agnostique de la charge applicative. Donc il faut faire des gros paquets de Kleenex, il faut se moucher dedans, puis après il faut les recycler parce qu'il faut être écolo. Et puis moi ce que je veux faire c'est du local, de la proximité, c'est un peu le biocop là, de l'infra, là, de dire pourquoi tu vas consommer un data center à l'autre bout du monde, opéré par un mec que tu connais pas, qu'on n'a rien à foutre de ta gueule. Tant qu'à faire, on construit, on coopère, on produit de la valeur ensemble, et puis on fait en sorte que l'infra serve, et ben, plutôt que tout un chacun, serve des grands orchestrateurs, des Kubernetes, des PaaS, des IA, j'en sais rien, et qu'eux se chargent de découper ces ressources-là en petits bouts, et du coup, ben, on n'adresse plus la totalité de la problématique, on n'adresse plus la totalité de la complexité. On fait du boulot de gros, je suis désolé, hein, c'est pas une vanne, pour adresser les charges applicatives qu'on ne connaît pas et qu'il ne faut pas connaître. Ou alors à la marge, parce que le projet est tellement capacitif et tellement impactant sur l'infra que ben, ça devient lui-même un grossiste et lui détaille la valeur qui est produite. Mais si on parle du petit projet de, je sais pas, un reporting quelconque, un Kibana, un machin, un bidule, non, on s'en fout de ce qui passe dessus. Il faut être agnostique. Donc il faut arrêter de mettre des load balancers, des firewalls destinés avec 4000 instances ou bidules à l'intérieur qu'on ne sait plus gérer, qu'on ne sait plus mettre à jour parce que c'est du vécu. Hein. L'année dernière, 1 an et demi pour mettre à jour la F5. Dans la version 14, parce que ben, on utilisait du broadcast, du multicast UDP, machin bidule, je suis un peu technique, mais et le truc, ben, on le mettait à jour, mais il tombait. J'ai mis 1 an et demi à remettre en conformité des load balancers d'entrée de site, quoi. Tout ça parce qu'il y avait trop d'applis dedans et c'était trop compliqué à gérer. Donc voilà, je vais accélérer parce que là, je suis trop bavard. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivé? J'ai dit bon, là, il faut coopérer. Première chose, j'ai convaincu le mec qui était en acting as de rester avec moi, parce qu'il l'avait mauvaise de ne pas avoir eu le poste. Et je lui ai dit, mais tu sais, il y a du boulot pour deux, reste. On va bosser ensemble, on va se partager, tu gères l'opérationnel, je gère un peu la strat, un peu le dehors. Et je pense qu'il y a largement de quoi faire et on est légitimes tous les deux. Reste avec moi, s'il te plaît, parce que sinon je vais crever. Réorganiser, visibiliser les périmètres fonctionnels. On ne fait pas des squads, des feature teams, des machins, non. On a fait des feature teams quand on a un product team. Mais moi, ce que je veux, c'est déjà avoir des product teams. Peut-être un jour, on fera des feature teams, mais faisons des trucs simples. Et puis du sens. Donc je donne la focale. Voilà la stratégie qu'on utilise. Voilà vers ce vers quoi je souhaite aller. Je vous le propose, discutons-en. On va essayer de trouver comment est-ce qu'on le met. Essayer de donner l'auto-organisation aux équipes.
Ben, en fait, le comment, je m'en fous. C'est pas moi l'ingénieur réseau, c'est toi. C'est pas moi l'ingénieur système, c'est toi. Donc dis-moi comment tu fais les choses. À la limite, informe-moi. Mais c'est pas moi qui en décide. Je veux pas en décider parce que j'ai autre chose à foutre. Moi, ce que je te demande, c'est de visibiliser la valeur, de t'inscrire dans des processus, parce qu'il en faut quand même, dans une démarche agile où on partage des boards, où on partage des cartes, où on est un peu plus transparent. Mais le technico-technique, je vous le laisse les gars, ça me va. Et là, on est quand même face à un changement. Encore une fois, hein, pas une transformation numérique de merde, quoi. C'est un vrai changement. C'est un changement de posture, c'est un changement de culture. Et c'est galère. Il y a des gens qui résistent à mort parce qu'ils sont loose depuis X années et puis ils sont experts de leur domaine, puis ils t'emmerdent en fait. Ils disent non, j'ai pas envie, je fais ce que je veux, je fais comme ça depuis des années, pourquoi je vais changer ? Pour travailler en équipe, chouchou, pour essayer de collaborer, coopérer, je préfère coopérer, mais bon, déjà collaborer, on va s'en contenter. Donc il y a des résistances. Mais putain, mais quelle expertise il y a aussi, quoi. C'est les mecs, c'est des brutasses. Techniquement, c'est des brutasses. Et ils sont investis. Parce qu'ils sont fiers de leur boulot, parce qu'ils comprennent que je suis pas forcément que là pour les emmerder. Certains, en tout cas. Et du coup, il y en a qui prennent des rênes, puis il y en a d'autres qui les lâchent. Il y en a certains qui partent, alors qu'ils se pensaient indispensables. Bon vent, bisous, au revoir. Mais globalement, ça avance. Ok, on est un peu une petite barquette au milieu de l'océan, mais c'est la phase. Il va falloir accoster, il va falloir apprendre à naviguer un peu plus rationnellement. Et puis là, on est confronté à l'indépendance versus l'autonomie. L'indépendance, c'est je t'emmerde, je fais ce que je veux. Et l'autonomie, c'est je le fais dans un cadre où je dépends de quelqu'un d'autre pour travailler. Culturellement, ils faisaient tout. C'est-à-dire, le gars, il faisait à la fois le stockage, le réseau, le machin, on leur donnait juste des machines. Ben non, dépend de l'équipe stockage pour faire ton stockage, et puis expose l'URL qui va bien. Dépend de l'équipe réseau pour faire ton design, parce que, tu vois, sinon on fait plein de trucs en double. Dépend. Apprends à dépendre et à faire confiance aux équipes. Parce que la confiance, ça se bâtit difficilement, puis ça se casse super vite. Et là, on le voit, hein, il se chie dans les bottes à longueur de journée. Ouais, mais putain, lui, il s'occupe jamais de mon problème, et vas-y. Et en fait, on fait du babysitting, quoi. On fait du babysitting. J'ai une coach, Salima, qui est là, ici, aujourd'hui, et qui m'aide à torcher le bal de chacun d'entre eux, en disant, mais non, t'inquiète pas, on va résoudre ton problème. On va aller lui parler, tout va bien se passer. On fait beaucoup de social, en fait. Hein. Mais le but, c'est de travailler ensemble. Si on ne travaille pas ensemble, on fera walou que dalle. Et ça, pas acceptable. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait ? Il faut qu'on ait du leadership, il faut du relais opérationnel, il faut du management. Du management en mode, j'ai compris la vision, je m'en empare pour la partie qui me concerne, je la transmets et je l'anime. Les mecs, c'est des techos. Quand on leur donne cette charge-là, ils te disent, non mais tu comprends, moi je peux pas, je veux faire de la technique. Et ton truc là, remplir des boards, ça me saoule. Je les comprends, c'est normal, c'est pas leur job, c'est un boulot à part entière. C'est pas un truc qu'on confie à un techos comme ça, ils sont pas tous câblés de cette manière-là. Donc on va staffer, on va continuer à construire les équipes, à reconstruire les équipes, à leur donner corps, à leur donner vie, à leur donner une identité qui sera pas celle de leurs voisins. Et puis on va continuer à apporter du défi et de la motivation parce que c'est ce qui fait avancer les mecs. C'est ce qui, et les filles, hein. C'est ce qui fait avancer, c'est des ingénieurs, ils ont besoin de construire, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de réaliser, et c'est comme ça qu'ils sont faits, et c'est tant mieux. C'est exactement ce qu'on veut, c'est changer la culture. Et je vous conseille la très belle présentation de François Salazar, On ne change pas une culture, comment changer une roue de vélo, qu'il a fait lors des Agile Tours 2017, je crois, et qui est une très belle présentation. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup inspiré. What's next ? Plein de boulot. J'ai jamais autant travaillé de ma vie, il a fallu que j'attende 50 ans, putain, je suis deg. J'ai une chef qui est géniale, qui me fait confiance, avec qui j'échange beaucoup, sur la strat, sur l'organisation, et il y a quelques membres du CODIR auxquels j'appartiens qui sont exactement du même bois, et on a bien l'intention de rien lâcher, et de continuer à aller bosser dans la joie et dans la bonne humeur, même si de temps en temps, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué. Et puis surtout, on ne va rien lâcher, on ne va pas tout abandonner aux gros méchants qui veulent nous tondre, quoi. On
on va rester en compétences, en savoir-faire, essayer de les développer et d'aller les chercher encore de plus en plus, quoi. Et je suis à 29, 58, 30. J'ai terminé. Et je suis disponible pour vos questions à la sortie de ce talk. Mon Twitter, Run04, est une excuse que je devais faire l'année dernière. J'ai une personne qui m'a donné un CV suite à mon talk dans le DevOps, il y a à boire à manger, et j'ai perdu la pochette et tout ce qu'elle contenait, mais surtout son CV, et je voulais m'excuser auprès d'elle. Parce que du coup, j'ai pas pu la rappeler, je suis désolé. Et merci, j'ai fini.